Merci pour votre fidélité à cette émission, mesdames, messieurs. Bonsoir. Nombreux sont-ils ces nouveaux bacheliers qui se posent la question actuellement, à savoir dans quel domaine s'engager. Avoir le bac, c'est bien, mais choisir une filière passionnante et prometteuse pour son avenir, c'est là le casse-tête. Il existe cependant de nombreuses filières d'études accessibles après le bac. Pour bien s'orienter, il est essentiel d'apprendre à les connaître et savoir ainsi laquelle correspond le mieux à votre profil. Comment y arriver? C'est la grosse interrogation au cœur de ce numéro de « Et si on en parlait ?» Mon invité en plateau a pour nom Akpalara Moussiliou Moustapha. Il est psychopédagogue, enseignant au département des sciences de l'éducation et de la formation de l'université d'Abomey-Calavi. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour votre disponibilité. C'est tout un plaisir d'être là. Alors, comme je le disais dans mon introduction, la question que la plupart des bacheliers se posent actuellement est que faire? Professeur, doit-on attendre d'avoir le bac avant de se poser cette question? Merci beaucoup. Nous abordons là une thématique qui est d'actualité dans le milieu scolaire et académique. Que faire? Oui, c'est une question, une interrogation légitime que tout élève, tout étudiant devait pouvoir se poser, parce que après les examens qui sanctionnent la fin des cycles, eh bien, il faut absolument pouvoir progresser, n'est-ce pas, dans le cursus scolaire ou le cursus académique. Et pour faire ce parcours 100 heures, eh bien, il faut se poser des questions. Oui. Que faire? Eh bien, le que faire, eh bien, ça nous renvoie, n'est-ce pas, à la nature de l'activité elle-même, c'est-à-dire l'orientation. L'orientation, exactement. C'est pour cela qu'il faut d'abord s'interroger sur ce que c'est que l'orientation scolaire, n'est-ce pas? Et pour y répondre, nous pouvons tout simplement dire que c'est une activité par laquelle on cherche à relier, n'est-ce pas, le parcours dans le cursus d'un individu à ses repères qui sont les plus tangibles, n'est-ce pas, et au regard des possibilités d'offres de formation voilà. qui sont là, qui sont en présence. Donc, il faut d'abord se connaître soi-même et connaître ses potentialités, les possibilités qui sont offertes en matière de formation. Et lorsque on s'apprête, n'est-ce pas, à s'engager dans une filière de formation, il faut que l'on s'interroge soi-même sur ce que représente son potentiel, n'est-ce pas, son vivier de talent, pour que le choix soit forcément relié à cela. Et c'est ça qui favorise, n'est-ce pas, un choix judicieux dont dépend le parcours réussi, n'est-ce pas, dans le cycle qu'on aurait choisi. Donc il faut d'abord soi-même se connaître. Qu'est-ce que je suis? Quel est mon profil? De quelles aptitudes je dispose pour aborder quel type de formation? À partir du moment où on se connaît sur le plan des aptitudes, des goûts, vous avez parlé, lorsque vous avez fait, lorsque vous devez engager cet entretien, vous avez parlé, n'est-ce pas, d'un certain nombre de choses. Et ces choses sont des choses évidentes lorsque on s'apprête, n'est-ce pas, à s'orienter. Parce que si on ne connaît pas ce pourquoi on est naturellement préparé, évidemment, on va faire des choix qui seront basés sur des considérations subjectives. Et donc, ces choix-là vont prédisposer naturellement à des échecs, à des errements, ce qui n'est pas de nature à faciliter, n'est-ce pas, la réussite dans la formation qu'on aurait choisie. Alors, d'où est-ce qu'il est important de faire le choix avant le bac? Parce que c'est après le bac qu'on a l'opportunité de s'engager dans ces genres d'activités, de filières. Est-ce qu'il n'est pas important de faire le choix avant le bac? Le choix est toujours fait avant le bac? Pas dans tous les cas. Non, le choix est toujours fait, seulement que ce ne sont pas des choix forcément judicieux. Judicieux, exactement. Vous voyez,
puisque déjà, lorsqu'on finit la classe de 3e, on a l'opportunité de choisir entre plusieurs séries, n'est-ce pas? Celle qui, normalement, correspondrait le mieux à ses aptitudes à soi. Oui. Bon, maintenant, cela prépare déjà l'individu à une orientation ultérieure après le baccalauréat. Mais pour que ce choix initial au niveau, n'est-ce pas, du second cycle soit un choix qui porte, eh bien, il faut que cela réponde, n'est-ce pas, à des critères donnés. Et quels sont ces critères-là selon vous? Non, les critères ne sont pas nombreux. Comme je le disais tantôt, évidemment, il faut que on rattache tout ceci aux aptitudes, n'est-ce pas, au goût, n'est-ce pas, disons, au talent de l'individu. Parce que si ce n'est pas fait comme ça, l'individu va aborder les cycles de formation sans être forcément prêt, au vrai sens du terme, à faire les études et à pouvoir les réussir comme cela se doit. Donc, il faut insister sur la connaissance de soi. Il ne faut pas que le choix soit hasardeux et que le choix porte sur des aléas. Non. Vous voyez, ce qui a fondé d'ailleurs la question de l'orientation et qui a fait qu'aujourd'hui, elle devient un élément incontournable dans la rationalisation du parcours scolaire et universitaire, c'est que l'orientation a une histoire. Vous voyez, vers la fin du 19e siècle, vous voyez, on s'est aperçu que les apprenants, n'est-ce pas, abordent des cycles de formation, mais ne réussissent pas. Et on a tendance à croire qu'ils ont un quotient intellectuel qui n'est pas suffisant, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais le constat qui a été fait, c'est que ces choix ne sont pas portés ou ne sont pas rattachés, n'est-ce pas, aux aptitudes intrinsèques des apprenants, mais plutôt réfèrent souvent aux souhaits des parents. Aux souhaits des parents, justement. Qui sont portés à faire ce qu'on appelle la reproduction. C'est-à-dire, moi, je suis le parent d'un enfant, je suis médecin par exemple, je tiens à ce que mon enfant devienne également médecin, alors qu'il n'est pas forcément formaté au plan biologique pour qu'il puisse aborder et réussir une telle formation. Comme moi, je propose qu'on y revient au cours de cette émission par rapport à ce sujet. Dites-nous, quand le choix est fait dès la base, comment aider l'apprenant à foncer dans ce domaine-là? Oui, c'est le suivi surtout. Lorsque déjà au niveau du second cycle, les apprenants choisissent leur filière, il faut que les adultes, à commencer par les parents, puissent suivre les apprenants pour voir si c'est un choix judicieux qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils sont en train de s'épanouir, n'est-ce pas, dans cette filière qu'ils ont choisie? Est-ce qu'ils sont en train de réussir? Est-ce que les études ne sont pas particulièrement laborieuses pour eux au niveau du cycle, enfin de la série qu'ils ont choisie? Et les enseignants également doivent aider les enfants à mieux apprécier les choix qu'ils ont faits. Est-ce que c'est des choix vraiment judicieux? Puisque les enseignants sont avec les élèves tout le temps, donc ils savent mieux que les parents comment est-ce que les aptitudes de l'élève. Voilà. Est-ce que les enfants sont en train d'évoluer de façon aisée dans la filière qu'ils ont choisie. Donc, il y a le suivi, forcément. Si on suit bien les apprenants, très tôt, on pourrait identifier, n'est-ce pas, des difficultés, des failles, et on pourrait procéder à une réorientation si possible, pour qu'ils puissent évoluer sans encombre, sans heurts. Il arrive parfois qu'on choisit dès le bas sa filière, mais quand au cours du temps ou dans l'évolution, on constate que ce n'est pas ce qu'il nous faut. Oui, c'est ça. C'est ça. Lorsque on choisit les filières de façon fantaisiste, donc de façon pas scientifique, eh bien, on court ce risque-là
à terme, de se retrouver un peu comme Grosjean parle devant. Et ça visait qu'on s'est trompé. Mais ce serait déjà trop tard. C'est pourquoi la question de l'orientation est une question essentielle pour les systèmes scolaires. Parce que elle contribue, n'est-ce pas, à l'amélioration des performances des systèmes scolaires. Comme elle peut plonger, n'est-ce pas, les performances, n'est-ce pas, de ces systèmes-là. Donc, c'est pour cela que c'est une préoccupation pour les acteurs des systèmes éducatifs de faire en sorte que les choix que les apprenants font soient les choix qui portent sur leurs aptitudes intrinsèques et non sur des considérations subjectives qui n'ont rien à voir avec leur capacité à aborder, à réussir dans le cursus où ils s'engagent. Donc, évidemment, souvent par effet d'entraînement, par camaraderie ou bien par l'influence excessive, n'est-ce pas, des parents, les enfants finissent par choisir ce pourquoi ils ne sont pas forcément formatés à l'avance. Vous voyez? Parce que le développement chez l'être humain, ce n'est pas seulement, c'est pas conditionné seulement par les facteurs d'ordre social. Vous pouvez, les facteurs d'ordre social sont, c'est vrai, déterminants, mais ils ne sont pas tout dans ce que nous devenons. Il y a forcément le fait biologique qui est là et dont nous devons toujours tenir compte dans ces activités, n'est-ce pas, de l'orientation. L'individu à qui nous avons affaire, il a beau, n'est-ce pas, avoir des envies pour quelque chose, mais est-ce que, au plan, n'est-ce pas, de son formatage, est-ce qu'il est apte à réussir dans ce qu'il choisit? Donc les enfants ne sont pas toujours objectifs lorsqu'il faut aborder, n'est-ce pas, la question de l'orientation qui les concerne particulièrement. Ils ne sont pas toujours objectifs et c'est ça qui conduit à des errements, à des échecs, à tout ce qui entoure des crises même d'identité, parce que oui, l'enfant ne se retrouve pas dans ce qu'il choisit finalement. Alors quand on n'a pas choisi un domaine dès la base et qu'on a le bac, comment y arriver? Oui, en principe, les systèmes scolaires se dotent, n'est-ce pas, de structures qui aident les apprenants à pouvoir transcender ces difficultés-là. Je sais qu'au niveau de notre université, du ministère de l'Enseignement supérieur, il y a chaque année une activité qui est menée et qui parle de l'orientation. Mais l'orientation, ce n'est pas seulement une question d'information des apprenants. Cela contribue, mais cela n'est pas suffisant pour aider véritablement les apprenants à faire des choix judicieux. On peut les informer des offres de formation qui sont disponibles, mais pour ce qui est du choix qu'ils doivent opérer, on devrait également les prendre en charge. Vous voyez, parce que très souvent, surtout au niveau du secondaire, l'élément sur lequel on table souvent pour aider les apprenants à s'orienter, c'est souvent les notes qu'ils perçoivent, qu'ils obtiennent dans les différentes matières. Mais c'est que les notes, oui, mais les notes ne sont pas toujours le reflet de ce que l'individu est. Les notes ont des dessous que nous ne comprenons pas à première vue. Il faut pouvoir interroger les dessous des notes pour comprendre si ces notes-là relèvent des capacités intrinsèques de l'individu ou bien c'est de façon aléatoire qu'il en est arrivé là. C'est pour cela qu'il faut se méfier de prendre en considération le seul élément de la note. Les notes, c'est bon, mais elles ne sont pas suffisantes pour comprendre, n'est-ce pas, ce pourquoi l'individu est prédestiné en réalité. Vous voyez, donc souvent, ce sont les notes-là, c'est aux notes qu'on se réfère.
pour dire, bon, il peut aborder telle filière et réussir, alors que peut-être que l'enfant, l'apprenant, a toujours travaillé dans cette matière parce que les parents l'y ont obligé ou bien parce qu'il y a un effet d'entraînement, une sorte de, par le jeu de camaraderie, etc. Il y a des apprenants qui influencent d'autres. Et donc, l'enfant peut, par ce biais-là, arriver, n'est-ce pas, à avoir de bonnes notes dans cette matière, sans forcément être en mesure d'aborder, n'est-ce pas, une filière qui a comme dominante ces matières-là. C'est pour cela que c'est un peu délicat, la question de l'orientation, parce que il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, en ligne de compte, lorsqu'il faut orienter. On ne se base pas seulement sur la seule question de notes, etc. J'ai envie de vous demander de quoi avons-nous véritablement besoin pour faire un bon choix? Oui, il faut interroger, n'est-ce pas, les apprenants qui sont concernés au premier chef. Ils sont concernés au premier chef. Il y a des tests, n'est-ce pas, qui se font et qui permettent, n'est-ce pas, de détecter si les apprenants qui sont candidats à des filières de formation données, des tests qu'on peut faire et qui peuvent vous permettre, n'est-ce pas, de faire remonter en surface leurs aptitudes ou leurs incapacités. Vous voyez? C'est pour cela qu'il existe des laboratoires au niveau des universités. Les laboratoires qui existent doivent pouvoir aider à ça. Et c'est qu'au niveau de notre département, il y a un laboratoire qui peut aider à régler, n'est-ce pas, ces questions-là de façon scientifique. Vous voyez, c'est cela. Donc, la question de l'orientation demande tout un arsenal de choses. Et cet arsenal, il faut pouvoir le mettre en place pour que l'orientation puisse se faire dans les règles de l'art. Voilà. Alors, ces cas sont légion. Il y a que parfois on constate que certains parents imposent des choix de filière à leurs enfants. Dites-moi, professeur, quels sont les risques que peuvent encourir ces élèves en empruntant ce chemin? Oui, vous savez, les liens de parenté sont assez déterminants, sont assez influençants pour les apprenants, pour les enfants. Donc, les enfants sont obligés, n'est-ce pas, de se plier aux désidérata des parents. Alors, ces désidérata ne sont pas forcément ce qui correspond à leur profil réel. Et c'est ça le danger. Vous voyez, comme je l'ai dit, l'histoire de l'orientation, elle est partie de ce constat. C'est-à-dire qu'on en est arrivé à se rendre compte que les enfants choisissent des filières, pas forcément en fonction de ceux dont ils sont capables, de leur capacité réelle. Mais ils sont influencés dans leur choix par les parents qui sont là à chercher à reproduire, n'est-ce pas, leur propre profil ou les positions sociales. Même si je ne suis pas médecin, par exemple, et que je vois que les médecins sont bien, je peux vouloir que mon enfant devienne un médecin. Voilà, pour ce simple fait-là. Mais est-ce que mon enfant en a les capacités réelles d'aborder une telle formation et d'y réussir? Ce n'est pas évident. Donc, les parents qui influencent les choix au niveau des enfants ne sont pas toujours conscients, n'est-ce pas, du tort qu'ils sont en train de faire à ces enfants-là à terme. Évidemment, ce n'est pas perceptible tout de suite, mais lorsque l'enfant va s'engager dans le processus, eh bien, il va s'affronter à la réalité des choses et puis il va se révéler au grand jour qu'il n'était pas fait pour une telle formation. Mais il arrive que parfois ça marche, hein, le choix de l'imposition d'une filière aux enfants par les parents. Ça marche jusqu'à quel niveau, vous voyez, parce que, vous voyez, la question de choix, ça prépare à l'avenir de l'être et donc à des professions. Alors, lorsque vous êtes dans un domaine, dans l'exercice d'une profession donnée, et que vous ne vous épanouissez pas dedans, vous n'allez pas faire bonne carrière également. Vous voyez, comment on dit, la passion pour les métiers
ce n'est pas anodin par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire là. Vous pouvez aborder une profession, pas forcément parce que cela vous plaît, mais parce que les circonstances vous y ont contraint. Et ce faisant, vous risquez, il y a le grand risque, n'est-ce pas? C'est vrai que vous allez finir peut-être avec brio même la formation dans le domaine, mais l'exercice du métier peut s'en ressentir après. Parce que, n'oublions pas, hein, ce que nous sommes, eh bien, influe toujours sur ce que nous faisons. Effectivement. C'est pour cela que lorsqu'on oblige les enfants à choisir des choses, il faut faire en sorte que si cette obligation doit aller très loin, il faut faire en sorte que l'enfant finisse par aimer ce qu'on oublie. Or, ce n'est pas toujours le cas. Vérifié, parce que l'amour et l'obligation, ce ne sont pas des choses qui cheminent ensemble. Hein. Vous savez, les choses sont dans un certain ordre dans la nature. Il y a l'ordre de l'amour, l'ordre de la force. Je peux être plus fort que vous, cela ne me donne pas droit à vous aimer. Vous voyez, je peux influencer sur vous, je peux exercer sur vous des influences. Cela ne vous amène pas forcément à m'aimer. Vous voyez, donc, c'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention à faire en sorte que les enfants aiment ce qui... On n'a pas besoin de les... On peut les exhorter. On peut les accompagner, n'est-ce pas, dans le choix. Dans des choix raisonnés. Et cela peut prendre, comme vous dites, mais si c'est l'obligation et que l'enfant, bon, c'est parce qu'il est contraint, à tout point de vue, bon, il va peut-être réussir la formation, mais l'après-formation, c'est ça qui compte le plus. Justement. Oui. Alors, l'une peut-être des raisons qui poussent les parents souvent à imposer des choix de filières à leurs enfants, c'est peut-être les questions de moyens, parce qu'il y a des enfants qui choisissent par exemple des filières qui nécessitent beaucoup de moyens. Quand je parle de moyens, c'est surtout financier. Voilà que les parents ne sont pas capables pour ça. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est un problème réel. Nous vivons dans une pauvreté ambiante et cela n'arrête pas, n'est-ce pas, que des aptitudes se forgent chez les enfants. C'est pour cela que, vous voyez, après le bac, il devrait avoir des structures quand même qui essayent d'accompagner, n'est-ce pas, les élèves, les apprenants, pour que on puisse concilier à la fois le statut social des parents, leur capacité financière, avec ce que les enfants désirent. Eh bien, vous savez, on n'est pas formaté pour quelque chose d'exclusif en tant que tel. Vous voyez, il n'y a que dans notre capacité intrinsèque, n'est-ce pas, de réaliser des choses, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent aussi, mais qui ne vont pas s'écarter de ce que nous sommes de façon intrinsèque. C'est pour cela que si un enfant n'arrive pas pour des raisons financières, n'est-ce pas, des parents, à aborder une étude donnée, il doit pouvoir trouver une autre qui serait moins coûteuse, mais qui également porte, n'est-ce pas, ses ambitions et qui tienne compte, n'est-ce pas, de ses aptitudes, de ses talents qui sont encore latents à ce point, jusque-là. L'orientation qui, comme je le disais, doit être corrélée, n'est-ce pas, aux aptitudes intrinsèques, n'est-ce pas, des apprenants. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a du bon choix à l'absolu, puisque le choix, lorsqu'il est relié, n'est-ce pas, à des repères tangibles, qui sont des repères qu'on peut également relier aux aptitudes de l'apprenant, il y a de raisons d'espérer que l'individu va réussir dans
la filière qu'il aura choisie et même de s'épanouir dans la fonction à laquelle prédécide cette formation-là. Vous voyez, donc, il y a ça. Parce que, après tout, ce qu'on vise, c'est que l'individu soit efficace à terme dans l'exercice, n'est-ce pas, du métier, mais qu'il s'épanouisse également. Parce que, et c'est ça les limites, n'est-ce pas, des choix forcés. Un individu, un élève ou un étudiant peut être contraint, n'est-ce pas, à faire des choix et réussir avec brio les études, mais par la suite, ce n'est pas toujours évident que l'épanouissement, n'est-ce pas, que la passion qu'on recherche au niveau, n'est-ce pas, du métier que l'on exerce, ce n'est pas évident que tout ceci existe réellement. Donc c'est pour cela que, plutôt que de forcer, que de contraindre, je disais, il faut suivre les apprenants, n'est-ce pas? Déjà, tout individu, même déjà quand on est enfant, on montre, n'est-ce pas, des tendances. Il y a des tendances qu'on développe vers des choses. Et quand on suit, n'est-ce pas, l'évolution de l'enfant, jusqu'à l'âge, n'est-ce pas, où il va au collège, et après, on peut déjà faire le lien entre ses performances scolaires et ces tendances qui se découvrent de façon précoce chez les enfants. C'est pour cela que ces éléments renseignent beaucoup plus sur les capacités réelles, n'est-ce pas, de l'enfant. Et cela nous avertit qu'il ne faut pas amener les enfants vers des choix qui ne correspondraient pas à leurs tendances naturelles. Vous voyez, il y a cet élément. Au niveau de... C'est pourquoi je disais que le choix, l'orientation telle qu'elle se fait aujourd'hui, elle est essentiellement corrélée aux notes que les enfants obtiennent dans le cursus. Et ces notes ne renseignent pas forcément sur tout ce que l'individu est. Vous voyez? Parce que les notes que les enfants obtiennent dans le parcours ont toujours un non-dit qui n'est pas visible, qui n'est pas audible, tant qu'on ne les interroge pas. Vous voyez? C'est pourquoi on ne peut pas se baser exclusivement sur les notes pour réussir l'orientation des apprenants. C'est tout un ensemble de choses. Vous voyez, il y a même des fois où on fait ce qu'on appelle l'anamnèse, où on demande aux enfants qu'est-ce qu'ils voudraient faire après. Tout ça, ça peut compter parce que dans le choix que les enfants font de cette manière, il y a toujours qu'il transparaît ce qu'ils sont réellement. Ce qu'ils sont réellement. Et lorsque on les amène, n'est-ce pas, à aller dans le sens de ce qu'ils désirent et ce qu'ils manifestent comme capacité intrinsèque, eh bien, il y a de raisons qu'ils puissent réussir, n'est-ce pas, dans la formation. Mais qu'on appelle l'orientation, si elle n'est pas fondée sur des données objectives, le risque, c'est que les apprenants peuvent errer, peuvent connaître des échecs, peuvent connaître, n'est-ce pas, des déboires tout au long de leur parcours. Bon, même lorsqu'ils réussissent apparemment, eh bien, il y a d'autres surprises qui attendent au bout du rouleau. C'est pour cela qu'il faut forcément que l'orientation soit basée sur des données d'ordre scientifique et qui permettent, n'est-ce pas, de se dire, de prédire déjà l'avenir professionnel même des apprenants. Vous voyez, c'est cela. Maintenant, lorsque nous choisissons une filière donnée, bien, on ne veut pas trop rendre, on ne veut pas raisonner de façon scientiste.
sur la question de l'orientation, parce qu'il peut arriver que les choix ou l'orientation soient fondés sur des données d'autres scientifiques et que, par contre, pour des raisons qu'il faut élucider, que l'enfant soit échoue ou alors ne connaisse pas, n'est-ce pas, d'épanouissement dans ce qu'il choisit. Mais ça, c'est des cas d'exception. Oui, ça c'est des cas d'exception. Ça peut être lié, n'est-ce pas, à des erreurs dans l'identification, n'est-ce pas, des aptitudes de l'individu. Cela peut être la résultante, n'est-ce pas, des erreurs dans l'identification, n'est-ce pas, des capacités. Mais également, vous savez, nous sommes dans un monde où les mutations sont rapides et autres. Et également, l'individu peut, dans le temps, développer, n'est-ce pas, des capacités autres que ce qu'on croyait qu'il était capable de faire. Donc, il peut arriver que certaines réalités de la vie de tous les jours puissent, comment dire, puissent faire mentir un peu, n'est-ce pas, les précautions d'ordre scientifique qui sont prises pour assurer l'orientation réussie des apprenants. Mais ça, c'est des cas d'exception qui ne peuvent pas constituer la règle. La règle, c'est que on puisse aider les enfants sur la base, n'est-ce pas, des données qui sont liées à leurs capacités. Et comment découvrir, en tant que parent d'élèves, en tant que parent d'apprenant, comment découvrir les potentialités de son... Dès qu'un enfant naît, on le suit. On le suit tout au long. Vous allez voir des enfants, lorsqu'ils ont l'âge de 3 ans, de 4 ans, 5 ans, vous allez les voir s'adonner à des jeux donnés. Cela prédit déjà un certain nombre de choses par rapport à leur capacité sur le plan scolaire et académique après. Donc, quand on suit les enfants de façon naturelle, dans leur environnement naturel, dans leur pratique naturelle de tous les jours, on peut déjà déceler des éléments qui permettent à des parents que nous sommes d'aider les enfants au moment venu à faire aussi une orientation réussie. Donc, c'est l'observation d'abord, et puis le suivi au niveau, n'est-ce pas, de ce qu'ils font à l'école. Si un enfant choisit une série donnée et que les matières qui sont dominantes dans cette série-là ne sont pas souvent réussies par lui, même s'il est en train de développer un certain désir d'aller vers là, il faut qu'on le raisonne, parce que l'orientation, c'est une manière raisonnée d'amener les apprenants à faire un parcours réussi, n'est-ce pas, dans leur cursus de formation. Alors, professeur Moustapha, il y a des téléspectateurs qui nous suivent, qui peut-être n'ont pas bénéficié de tous ces conseils d'orientation et qui se retrouvent dans des situations un peu plus compliquées aujourd'hui. Ils se demandent à quel sens se vouer, qu'est-ce qu'il leur faut aujourd'hui. Oui, souvent on dit qu'il n'est jamais tard pour mieux faire, mais c'est que lorsqu'on est dans ces cas de figure-là, vous savez, il y a un temps aussi pour chaque chose. Hein. Bon, mais l'homme est ainsi fait qu'il peut développer des capacités qui ne sont pas soupçonnées dès le départ également. Donc, il faut peut-être voir comment, quelle proposition on peut encore faire, n'est-ce pas, à l'individu, à l'apprenant en question. Et ces propositions, on doit les faire en tenant compte, n'est-ce pas, de ce qu'ils sont, mais et en les amenant à se convaincre de ce qu'ils peuvent réussir là, plutôt que dans le domaine où ils s'étaient inscrits initialement. Donc, quand ça échoue comme ça, c'est vrai, c'est difficile, parce qu'après des années de parcours scolaire,
que l'on se retrouve dans une situation d'insuccès. C'est difficile, mais vous savez, l'homme est fait pour s'adapter également. Donc, il est possible toujours de trouver des raccourcis qui permettent, n'est-ce pas, de suppléer à de supplanter, n'est-ce pas, ces difficultés-là et de se trouver une autre voie. Bien évidemment, ça va prendre plus de temps que cela ne devrait. C'est pas facile, hein? Ah, non, c'est pas du tout facile. C'est pourquoi l'orientation doit être la pierre angulaire même, n'est-ce pas, du parcours scolaire des apprenants et de leur parcours au niveau de l'université. C'est le parent pauvre de notre système, malheureusement. Or, c'est l'élément déterminant quand même lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, du parcours réussi, n'est-ce pas, des études. Alors, il y a parfois d'autres qui proposent des filières aux apprenants et aux nouveaux bacheliers. Vous, si vous devez proposer des filières aux bacheliers qui nous suivent, qu'est-ce que vous leur proposerez? Non, moi, je n'ai rien à proposer. Moi, je vais tout simplement à leur dire de ne pas se laisser aller aux influences aléatoires. Ne pas le choix d'une filière est d'autant plus importante que cela détermine la suite ça détermine notre vie future. Donc, il ne faut pas prendre cela à la légère. Il ne faut pas se laisser influencer par des situations qui ne relèvent pas de nos capacités réelles. Donc, ce qu'il faut conseiller, surtout aux apprenants et aux étudiants, c'est de ne pas, c'est pas une question de mode, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question de camaraderie. C'est une question de quoi qui doit permettre de répondre, n'est-ce pas, à quoi je suis formaté, à quoi je suis destiné à faire. Et quelles sont mes capacités réelles. C'est cela, et non suivre les camarades ou se laisser influencer par les parents qui font leur choix, pas en raison de ce que l'enfant est, mais en raison de ce qu'il veut. Ils veulent que l'enfant soit. Ce qui n'est pas forcément l'élément qui permet à l'apprenant en question de pouvoir réussir. Voilà. Professeur Moustapha, le temps imparti à cette émission tire vers sa fin. Si vous devez conclure. Si je dois conclure, c'est une fois encore de dire que la question de l'orientation doit être prise très au sérieux dans notre système scolaire, parce que la pratique en la matière aujourd'hui ne conduit pas forcément les apprenants à se retrouver dans les offres à se retrouver dans les choix qu'ils font, qu'on les amène à faire. C'est de dire qu'au niveau, n'est-ce pas, des établissements scolaires, il faut que déjà certains dispositifs soient présents pour aider les apprenants. Vous voyez, nos écoles aujourd'hui manquent ce qu'on appelle les spécialistes, n'est-ce pas, de l'éducation. Vous voyez, or, notre université forme, mais nos établissements ne sont pas dotés, n'est-ce pas, de ces spécialistes-là qui pourraient aider, n'est-ce pas, dans la gestion de cette question essentielle. Alors, donc, il faut, si nous voulons, et c'est normal que nous fassions ainsi, il faut que nous voyons que faire pour mettre à la disposition, n'est-ce pas, des établissements, des dispositifs qui permettent de réussir ou de faire mieux l'orientation, en tout cas de façon différente de ce qui se fait aujourd'hui. Maintenant, comme on n'en est pas encore là, c'est que lorsque on veut aider les enfants à s'orienter, il faut forcément prendre appui sur ce que sont les aptitudes, ce que sont leurs désirs, et voir un peu l'avenir dans 5-6 ans, après leur formation, à quoi cela peut les prédestiner. Tout ceci pris en compte, ça devrait permettre aux apprenants, n'est-ce pas, de faire un parcours sans bégaiement du cursus
Et c'est aussi bénéfique pour notre système éducatif qui est à la quête, n'est-ce pas, de la performance. La performance, c'est multidimensionnel. Et l'une des dimensions de cela, évidemment, c'est l'orientation scolaire. Si on arrive très tôt à ouvrir, n'est-ce pas, des voies aux enfants, aux apprenants, eh bien, ils pourront réussir. Et s'ils réussissent, c'est qu'ils seront efficaces. Et s'ils sont efficaces, ils pourront aider le pays à se développer. Un peu comme pour résumer tout ce qui a été déjà dit, il y a Antoine Desjonquerès, fondateur et animateur d'une plateforme d'orientation post-bac, propose cette question que doivent se poser les nouveaux bacheliers. Il dit: quel est mon projet professionnel? Quelle matière ai-je envie d'étudier? Quelles sont mes chances de réussite? Quel rythme de travail suis-je en mesure de suivre? De quel encadrement ai-je besoin? Quelle durée d'études suis-je prêt à suivre? Et enfin, dans quel type d'environnement puis-je le mieux m'épanouir? La réponse à ces différentes questions vous permettra à coup sûr de faire un bon choix pour l'avenir. Vous avez désormais ce qu'il vous faut. Courage donc et bonne chance. Merci, professeur, d'être passé par ici. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, c'est la fin déjà de votre numéro de Et si on en parlait. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.